Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce plateau à Sport Définition. Alors quand on parle de sport business, on pense d'abord aux clubs stars, aux ligues et aux sponsors mondiaux. Mais ça c'est la partie visible d'un iceberg. Derrière, il y a toute une machine qui tourne et cette machine, ce sont les PME et les ETI qui la font tourner. Alors je suis Eva Aronica, je suis journaliste sur l'entrepreneuriat aux Échos. Je voudrais d'abord vous donner quelques chiffres pour planter le décor. Donc le sport en France, c'est près de 75 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour plus de 450 000 emplois. On y compte 128 000 entreprises en tout, dont essentiellement des micro-entreprises et des TPE liées à la pratique non encadrée du sport, donc comme des coachs essentiellement. Ça représente un peu plus de 100 000 de ces entreprises. Mais l'essentiel de la valeur tient à une poignée d'acteurs, c'est quand même 3500 pardon. C'est des PME, des ETI et des grandes entreprises qui réalisent à elles seules près de plus des 2/3 du chiffre d'affaires du secteur. Alors pour parler du sujet, j'ai le plaisir d'être entourée de 3 maillons de cette chaîne du sport business en France. Alors d'abord Bertrand Avignon, bonjour. Bonjour Eva. Alors vous avez fondé Cryo Control, c'était il y a 22 ans, près de Toulouse, et votre métier, c'est de fabriquer des bains froids pour la récupération des sportifs. Votre entreprise compte 6 salariés pour 900 000 euros de chiffre d'affaires. Alors autant dire que c'est plutôt une petite structure, mais vous équipez 80% du sport professionnel français. En tout cas, 80% des clubs ont au moins un bain. Et dans une 60aine de pays. Et vous avez fourni les 4 derniers Jeux Olympiques d'été. Donc vous êtes un peu l'archétype du champion caché, du savoir-faire français qui équipe l'élite mondiale. Arthur Bois, bonjour. Alors, vous êtes responsable marketing et commercial des Boxers de Bordeaux. C'est un club de hockey sur glace. Et pas n'importe quel club. Les Boxers de Bordeaux viennent d'être sacrés champions de France pour la première fois de leur histoire, en battant des clubs, alors que vous avez un budget bien inférieur à certains des gros clubs que vous aviez en face de vous. C'est un club qui, en montant dans l'élite, vous êtes passé d'un statut d'association à celui de société. Alors on en reparlera un petit peu plus tard, mais comme une vraie PME, vous avez un budget, il est de 4,5 millions d'euros à l'année. Vous êtes partenaire avec 350 entreprises. Donc vous êtes l'exemple parfait du club qui se gère comme une entreprise et qui fait vivre le tissu économique local. Et enfin, Hélène Caillé, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice des relations médias, de l'influence et de la réputation chez AXA France. AXA, c'est le premier assureur des entreprises. C'est à peu près d'un tiers des entreprises en France, vous m'aviez dit. Mais c'est aussi une très longue histoire avec le sport. Le rugby est au cœur de votre sponsoring depuis une vingtaine d'années et le groupe est aujourd'hui partenaire de la Fédération française de rugby. Et vous avez une particularité, c'est qu'à côté des grands partenaires nationaux, vous avez 3000 agents sur le terrain qui sponsorisent partout en France les clubs de proximité. Donc c'est un sponsoring à 2 échelles, avec à la fois l'échelle nationale et l'échelle plus locale. Merci beaucoup à tous les 3 d'être avec nous sur ce plateau. Alors d'abord, j'ai une question pour vous, Bertrand. Comment une entreprise de 6 personnes devient une référence du sport pro français ? C'est une très longue histoire, puisque ça fait 22 ans qu'on fait ça. Mais on est arrivé, on a développé ça. Moi, c'est dans mon histoire. Hein. En fait, c'est venu naturellement. En tant que rugbyman, on utilisait des bains froids. On a créé une solution et une utilisation qui existait déjà. Et petit à petit, par la reconnaissance et à un certain niveau, on a pénétré dans cette niche de nombreux clubs et rapidement, on est arrivé au très haut niveau, puisque nos premiers clients étaient la Fédération française de foot, la Fédération française de natation, l'équipe de France olympique et l'Olympique de Marseille. Vous allez faire des jaloux là. Oui, directement, c'est beaucoup. C'était en 2008, donc il faut se remettre dans un autre monde hein, où Internet et compagnie n'étaient pas forcément là. Donc, d'un point de vue marketing, j'avais envoyé des lettres à tout le monde. Et là, on s'est dit que vraiment, il y avait forcément une appétence pour nos produits. Parce que quand on a ce genre de personnes qui vous appellent, ça vous met toujours un choc. Mais ça veut dire que c'est quand même pas mal. Et donc, effectivement, dès le lancement de produits, équiper l'équipe de France de foot, c'était génial. Et ils sont encore équipés. Donc, on continue sur cette bonne lancée. Donc, 22 ans de fidélité quasiment, enfin 20 ans de fidélité, ce qui est énorme aussi. Et je crois que c'est un des secrets de la réussite, parce que c'est vrai qu'on ne fait pas beaucoup, mais faire 22 ans 1 million, ça fait 22 millions quand même. Donc, c'est pas si... Et le plus dur,
dans le sport et dans l'entrepreneuriat, c'est de durer. Donc c'est pas mal aussi. Donc je pense qu'il faut savoir être humble, savoir avancer gentiment, en confiance, parce que la confiance c'est quelque chose qui est important aussi, et avancer ensemble. Voilà, c'est comme ça qu'on y arrive. Et puis après on a eu notre aventure olympique aussi qui était top. Donc c'est vrai que beaucoup de beaux démarrages, une bonne durée, rester un peu en dessous des radars quand on est dans un produit de niche comme nous. C'est ce qui permet aussi d'éviter qu'il y ait trop de velléité concurrentielle aussi et répondre à l'exigence du haut niveau. Voilà. Merci beaucoup. Arthur, alors vous, côté club, comment est-ce que vous choisissez vos fournisseurs, comme Cryocontrol par exemple, même si je sais que pour l'instant vous ne travaillez pas encore ensemble, mais comment vous sélectionnez les gens avec lesquels vous travaillez sur ce genre de produits par exemple ? Sur un club de notre envergure, on travaille principalement en région avec les partenaires. Et ensuite, c'est des, comme disait tout à l'heure mon collaborateur, là, c'est des relations et des histoires d'hommes. Donc on travaille avec des gens qu'on apprécie, qu'on a l'habitude de voir, de croiser, que ce soit sur des événements comme celui-ci ou sur d'autres choses. Mais la plupart du temps, voilà, c'est des histoires d'hommes et nous, on essaye de travailler beaucoup avec les partenaires régionaux. Qui sont en plus très nombreux chez vous. Il y en a pas mal en Nouvelle-Aquitaine, oui. Et alors, qu'est-ce qui change quand un club associatif passe en SASP, alors ça veut dire Société Anonyme Sportive Professionnelle, et devient donc une vraie PME ? Pour nous, c'est une obligation. Quand on change de niveau, quand on passe de la deuxième à la première division, il y a 10 ans, on n'a pas eu le choix que d'opérer cette mécanique-là. Et le principal changement, c'est on va dire, dans la tête des équipes en place. C'est-à-dire qu'il y a ce mot associatif et au-delà de tout ce qu'on peut voir sur la partie, comment expliquer, sur la partie mécénat, sur la partie fiscalité de cette partie-là, on bascule vraiment avec les équipes sur quelque chose de plus professionnel. C'est-à-dire qu'on commence à mettre la partie sport business autour de toutes nos actions et on va dire qu'on se met en place réellement et on ordre de marche tous ensemble pour basculer en mode ok, maintenant on est en une entreprise et il faut que tout tourne autour de cette partie sport business et tout ne tourne plus autour du sportif. Est-ce que vous pouvez nous détailler le business model du club ? Donc oui, cette année, on va boucler un budget de 4,5 millions d'euros. C'est 50% de partenaires privés. Ensuite, on a une trentaine de pourcents sur la partie billetterie. On a une grosse dizaine de pourcents pour la partie subvention et le reste, c'est du merchandising. Donc on voit que dans notre répartition de budget, pour un club comme le nôtre, il n'y a pas de droit télé, il n'y a pas de choses comme ça qui peuvent venir gonfler les budgets d'autres clubs. Donc la partie PME, ETI et entreprise, elle représente une très grosse part du budget de notre club, hein, c'est quasiment 2 millions d'euros, donc c'est quelque chose de très important. Et à tout hasard, si en face de nous, dans les gens qui nous écoutent, il y a des futurs partenaires, quel est le billet moyen, le minimum On reste un club entre guillemets à petite échelle, même si maintenant au niveau national ça devient intéressant et on entend de plus en plus parler du hockey sur glace. On a tout type de partenaires. On a le boulanger du coin qui vient simplement sur ces 2 places parce qu'il aime le hockey. À des agents AXA, comme on a 4 agents AXA chez nous et on est soutenu aussi par AXA France sur le club. Donc ça c'est aussi important de pouvoir travailler avec des partenaires nationaux, AXA, BetClick, on pourrait en citer un tas d'autres, mais c'est vraiment ce qui fait la singularité du club, c'est qu'on a des budgets qui commencent à 1000, 1500 euros jusqu'à des budgets qui vont monter à plus de 120, 130, 140 000 euros, donc il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Merci beaucoup. Hélène, du coup, pour voir de l'autre côté, est-ce que tu peux nous expliquer du point de vue d'une marque, d'un grand groupe, qu'est-ce qui vous donne envie de s'engager avec un club, plutôt de middle zone ? Quels sont les intérêts, quels sont vos critères ? Merci beaucoup. Alors, pour replacer un peu les choses dans leur contexte, l'engagement d'AXA envers le sport, il ne date pas d'hier, c'est aussi une très longue histoire. Et vous avez peut-être entendu parler de notre partenariat au niveau global avec le club de football de Liverpool,
qui sponsorise tant les sections masculines que féminines, mais aussi les équipes de jeunes. Et donc ça, c'est super important. Ça va faire le lien avec ce que je vais dire sur l'ancrage qu'on a au niveau français. Depuis presque un an maintenant, puisqu'on l'a annoncé avant la Coupe du Monde de rugby féminin, on a annoncé un partenariat de grande ampleur avec la Fédération française de rugby pour la partie féminine. Pourquoi la partie féminine? C'est parce qu'on se dit que c'est un sport en pleine expansion, en plein développement qu'on veut accompagner et qui manque de moyens. Et donc ça fait écho aussi à tous nos engagements en faveur de l'égalité homme-femme. Et donc pour nous, ce partenariat, il ne peut pas que se faire au niveau international. Donc il se fait à plusieurs niveaux. Le niveau international, puisqu'on est l'assureur du 15 de France féminin. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'il y a un effet d'entraînement du fait de sa notoriété et de la visibilité de cette équipe. Mais en fait, il ne peut pas se jouer que sur ce terrain. Il faut qu'on travaille dans une logique de filière avec la Fédération française de rugby pour justement travailler au niveau national en sponsorisant la première division féminine qui s'appelle maintenant AXA Elite 1, mais aussi au niveau local puisque la majorité des clubs de rugby et leurs sections féminines sont amateurs. Et en fait, il faut accompagner leur développement puisqu'il manque cruellement de moyens. Et c'est en accompagnant ce développement, en les soutenant et en les aidant que vraiment on va pouvoir accompagner le rugby et aller jusqu'au plus haut niveau. Alors, c'est pas même notre partenariat, il est nouveau, mais il n'est pas tellement nouveau puisque, comme Arthur notamment en parlait, on a plus de 3000 agents sur le territoire français. C'est ce qu'on appelle notre ancrage. On dit souvent qu'on a un agent ou un visage d'AXA tous les 6 km en France. Donc, c'est vraiment très cohérent et très logique pour nous d'être au niveau local. Et c'est le sens des récents partenariats qu'on a fait avec Blagnac, avec Bobigny, en plus de tous les partenariats actuels de nos agents sur le terrain qu'on veut accompagner et continuer d'impulser. Et si je peux me permettre, c'est intéressant parce que c'est pas toutes les entreprises nationales qui mettent en place ce genre de choses, de pouvoir accompagner ces acteurs locaux et de créer comme ça un maillage sur le territoire. C'est les seuls, en tout cas chez nous, qui réalisent ce genre de choses. Et c'est pas simplement des mots, ils accompagnent vraiment leurs agences en local pour le développement des partenariats et pour le développement de la visibilité AXA au général. Oui, j'imagine bien sûr que tous les partenaires ne se valent pas, donc autant bien les choisir. Bertrand, alors vous vendez au club, donc vous faites partie de cet écosystème depuis, on l'a dit, 22 ans, de votre place d'acteur et de fournisseur. Comment est-ce que vous avez vu cet écosystème se structurer, évoluer, autant peut-être à l'échelle locale vers Toulouse, que même au niveau national Alors, nous, c'est vrai qu'en termes de partenariat, comme on est fournisseur, on vend plutôt. Par contre, on a quand même... on a des partenariats avec des fédérations de point de vue historique, notamment la natation. Et où on a fait toujours, mais c'est des partenariats gagnant-gagnant, on va dire, puisque en tant qu'entreprise de niche, on n'est pas que ça, dans un monde sportif, on est obligé de gagner notre vie si on veut que durer. Par contre, on a un programme qui est assez fort. Nous, tous les ans, on aide des clubs qui n'auraient pas les moyens, ou en tout cas locaux, ou effectivement plutôt dans du sport féminin. Quand vous dites on aide, c'est-à-dire vous leur offrez des bains? On leur offre des bains, ouais. Okay. Voilà. Là, par exemple, après les Jeux de Paris 2024, on avait dit qu'on offrait 10% du total des bains qu'on avait loués pendant les Jeux à des clubs. Et donc, on a fait ça. On a fait un petit appel. On a reçu plein de clubs engagés dans la RSE, socialement et plutôt féminin. Donc on a distribué 7 matériels à ces gens et aussi on a fait un don à l'armée puisque les Paralympiques, il ne faut pas oublier que c'est l'armée qui organise ça et donc c'était fait pour les blessés de guerre. Et donc on a fait un don à l'hôpital Percy, l'hôpital militaire de Percy qui fait la rééducation des blessés de guerre. Voilà. Donc on a toujours ce don. On a beaucoup travaillé dans le sport féminin, puisque en région, chez nous, à Toulouse, un peu comme nos amis bordelais, on a un collectif qui s'appelle le collectif des sportives, qui aide les sportives à se développer, à se structurer, puisque c'est beaucoup plus difficile pour elles. Et nous, ça correspond bien à notre état d'esprit et possibilité de soutien, parce que là, dernièrement, on a vu les filles du stade toulousain. Alors, c'est pas celle de Blagnac, mais qui utilisaient nos produits et qui ont
dans le lot gagner un bassin retour des Jeux, donc héritage. Et donc c'est notre petite pierre à l'édifice. Mais après, au niveau partenariats internationaux, nous on essaye d'être un peu toujours à côté. Par exemple, on était les seuls partenaires du tournoi de flag football, tournoi international, puisque c'était le tournoi européen de flag football, qui a eu lieu l'année dernière. Et grâce à ça, ça nous a ouvert le marché américain. Voilà. Mais En personne vue ne des connaît JO. le flag football. Hein, mais voilà, oui, en vue des JO de LA 28. Ouais. Et là, est-ce que vous pouvez nous raconter à quel point vous avez prévu de croître Ah, là-bas. Ah, c'est un rêve pour l'instant, mais oui, là on arrive juste de Los Angeles où on a ouvert notre entité là-bas, une filiale aux États-Unis. Et le but, c'est effectivement d'aller chercher les Jeux, puisque pour ceux qui ont, ou j'ai peut-être pas expliqué, mais on est fournisseur officiel des Jeux Olympiques depuis Londres, 2012. Donc on a fait Londres, on a fait Rio, on a fait Tokyo, on a fait Paris. Et le pari qu'on se met maintenant, c'est de faire Los Angeles. Donc, mais là, par contre, c'est pas du partenariat, hein, c'est de la fourniture, parce que sinon, on serait depuis longtemps à l'ouest. Mais oui, donc c'est ce qu'on veut, et on a des objectifs assez forts. Vous l'avez dit, on fait un petit million. Alors en dollars, ça fait 1 million en dollars, 900 000 euros, c'est bien. Mais on vise les 20 millions aux États-Unis, oui, clairement. 20 millions de dollars ou d'euros? Oui, de chiffre d'affaires. Ok. Oui. Et je sais qu'on y compte aussi sur la marge, mais c'est important. Et donc là, vous allez faire votre première levée de fonds. C'est ça, on est en train de boucler ça pour nous aider à partir aux États-Unis, parce qu'il ne faut pas y arriver trop les poches vides. Hein. On a des acteurs qui sont assez monstrueux. Et là, peut-être qu'effectivement, vu qu'on aura rencontré un mass market, on pourra être plus partenaire de clubs. Mais le problème, c'est que quand on fournit 80% des clubs pro français, c'est compliqué de faire du partenariat avec les 80%. Par contre, nous, c'est pas sur ça qu'on fait notre force, on fait notre force dans l'accompagnement. Voilà. Le sport pro, le sport de haut niveau, il faut être là à l'heure, à la date, hein, il faut que ça marche. Et s'il y a un problème, il faut le résoudre dans l'heure, dans la journée, et il y a toujours des problèmes. Mais C'est voilà. des gens qui sont habitués à la performance. C'est ça. La haute performance, c'est ça. Hein. Enfin, on peut pas être toujours là, et pas toujours commercialement. Et ça, c'est le partenariat qu'on fait avec... c'est-à-dire que s'il y a un problème, on le résout. Si ça se passe bien, on facture ou on facture pas, mais l'essentiel, c'est d'être là en soutien. Et je crois que les Jeux, on les a organisés aussi comme ça. Toutes les entreprises se sont mobilisées. À chaque fois, on se mobilise. Il n'y a pas forcément de question d'argent, mais derrière, il faut qu'il y ait un retour. Voilà. Et ça, c'est un partenariat caché, mais qui marche très bien et sur le long terme. Et je pense que tous, on est comme ça. C'est que d'abord, on résout un problème ou on aide quelqu'un. Et puis après, moi, il y a des gens avec qui je travaille depuis 22 ans. Dans les fédérations, et ils vont arriver à la retraite. Hein. Mais voilà, on a toujours ce lien, et je crois que c'est ce qui est indéfectible de ce que tu parlais tout à l'heure sur les partenaires. Hein. Partenaires de longtemps, il ne faut pas les oublier, il faut toujours les entretenir, mais c'est ceux qui tiennent la baraque, quoi. Voilà. Mais c'est important aussi pour les clubs d'avoir des prestataires qui soient partenaires du club et qui évoluent aussi avec le club. En effet, on ne peut pas être partenaire de tout le monde, de tous les clubs, mais la mécanique, elle est intéressante de redistribution aux clubs ou aux événements qui vont en avoir un petit peu plus besoin. Donc c'est des choses auxquelles on prend attache aussi au sein des clubs quand on choisit un prestataire, de regarder comment il fonctionne avec ses produits, avec ce genre de choses. Et souvent, ça peut créer des passerelles. Comme on disait, si le marché des États-Unis, c'est quelque chose qui s'ouvre aussi à vous, je pense cet exemple du club de hockey sur glace. On a des connexions qui sont assez fortes aussi avec le Canada, avec des pays comme ça. Donc c'est des choses qui marquent et qui donnent des valeurs et des références. Hélène, chez AXA, on a dit tout à l'heure ce que vous apportiez au club que vous pouviez sponsoriser. Mais à l'inverse, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que le sponsoring vous apporte, au-delà d'être un outil marketing? Qu'est-ce que ça apporte à une grande entreprise comme la vôtre? Alors ça apporte beaucoup de choses. Je pense qu'on est tous convaincus des bienfaits et des bénéfices du sponsoring sportif. Hein, vous venez de pas mal en parler. La première chose, c'est que je pense que l'apport, il est aussi grand
pour moi, c'est une logique de win-win. Donc tout ce qu'on donne, on le reçoit aussi. Ça ne va pas que dans un sens. Et en fait, ce qui est super important pour mesurer l'impact, c'est que de prime abord, il y a une logique d'alignement d'intérêts, mais aussi de valeurs entre la discipline qu'on sponsorise, le club qu'on soutient et l'entreprise. Ça permettra vraiment d'avoir encore plus d'impact. Et donc pour moi il y a vraiment 3 types d'impact. Il y a bien sûr l'impact interne, et on voit depuis qu'on est revenu de façon très forte sur le rugby féminin en France, on voit l'énorme sentiment de fierté. Alors moi je suis passionnée de sport à titre personnel, donc bien sûr c'est un énorme facteur de rétention, et donc je ne suis pas la seule, mais on voit dans nos réseaux de distribution l'engouement que ça a pu susciter, le nombre de demandes, de soutien, même de commandes de goodies, de décorations d'agences. C'est vraiment impressionnant, et c'est vraiment que le début, puisque ça fait même pas un an. C'est un énorme facteur d'attractivité pour notre marque employeur. Et puis en fait, comme chacun sait, le sport, c'est quand même un vecteur d'émotion. On en a tous vécu hier soir. Tu parlais des Jeux Olympiques, je pense qu'on se souvient tous des JO et on aimerait bien que ça revienne, mais à Paris. Et en fait, il a été prouvé que toutes ces émotions qu'on vit à travers le sport, ça se retrouve dans l'impact qu'on peut avoir quand on le sponsorise. Et pour toujours parler, je suis désolée, je tire le fil du sport féminin, les publicités qui sont diffusées en marge des rencontres féminines ont encore plus d'impact. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à avoir en tête. Donc il y a énormément de marge. Pour terminer, il y a aussi bien sûr un aspect business. Ça s'inscrit dans une logique de plan stratégique chez AXA France. On a des gros objectifs très ambitieux en termes de conquête client. Donc on espère que ça puisse contribuer à la préférence et à la rétention de nos clients. Mais il y a aussi, pour revenir sur l'aspect local, un énorme effet local. Tous nos agents qui sont là le dimanche sur les terrains de sport, j'en ai discuté avec eux. Il n'y a pas un dimanche où ils ne reviennent pas avec un lead, un contact business, une connexion, une personne à rappeler le lundi matin, parce qu'ils en ont parlé autour du terrain de rugby ou un autre terrain. Et c'est vrai qu'on dit souvent que dans beaucoup de villages en France, il ne reste plus que le maire et l'agent général AXA. Et donc ça participe aussi à la vie de la communauté de ce point de vue-là. Mais voilà, de nouveau, pour conclure, je pense que ce qu'on apporte au rugby ou à une discipline sportive, on le reçoit vraiment également en retour. Et tout ça, c'est une logique vraiment très vertueuse. Merci beaucoup. Arthur, tu l'as dit tout à l'heure, c'est hyper important de construire des partenariats sur le temps long. Dans l'idée, je pense que tout le monde est d'accord, mais comment on fait pour construire ces partenariats qui collent aux valeurs et qui s'inscrivent dans le temps long plus qu'un simple panneau publicitaire ? C'est un petit peu ce qui a été dit. La principale chose, c'est ça, c'est le retour sur investissement. Nous, c'est la chose principale sur laquelle on travaille. On est sur un sport qui est assez spectaculaire, sur lequel il y a beaucoup de shows, il y a un spectacle, donc c'est très bien pour les agents, ils viennent voir, ils viennent avec leurs clients, ça fait de la fidélisation, ça fait partie du modèle. Mais pour nous, ce qui est important aussi, c'est que à la fin de la soirée, il ait pu rencontrer des décideurs, il ait pu nouer des contacts plus facilement que un appel froid sur de la prospection classique ou ce genre de choses. Et nous, c'est notre rôle au sein des clubs. On met beaucoup d'actions en place pour se dire, ok, nous, les soirs de match, nous, pendant les événements business qu'on met en place, l'important, c'est que chacun puisse repartir au minimum avec 3-4 cartes de visite, qu'on ait pu mettre en relation les gens, qu'on ait pu les faire échanger ensemble autour d'un moment qui est plus sympathique qu'une prospection classique sur cette partie-là. Donc le principal facteur, il est celui-ci. Et en effet, nous, avec les 5 agences AXA qu'on a aujourd'hui sur le club, ils viennent aussi parce qu'ils prennent du plaisir, à inviter leurs clients sur quelque chose de différent aussi. Donc en fait, pour vos 350 partenaires, vous les mettez en réseau. C'est ça en gros votre force ? C'est ça, aujourd'hui, le club de sport d'une ville, maintenant, tout le monde travaille comme ça. Le club de sport d'une ville, c'est le premier réseau d'affaires d'un territoire. Donc sur cette partie-là, on est obligé de créer des événements hors match. On ne vit pas que sur les matchs, on met plein de choses en place tout autour. Tout le monde vraiment fonctionne de cette manière-là. Et nous, on essaye d'aller encore un petit peu plus loin avec les boxeurs. On organise un événement qui s'appelle les Forces vives du territoire, où là vraiment on prend des personnes inspirantes. On a le PDG de BetClick, Nicolas Béraud, on a Samuel Tual sur Actual Group, et on met en place un événement comme ça une fois par an. Ça va être la 4e édition cette année, et on fait venir 1200 chefs d'entreprise, entrepreneurs, étudiants, tout mélangés.
pour qu'on puisse mettre en place des échanges avec ces personnes-là. Et c'est un gros événement. Et là, l'événement est au mois d'octobre. On est déjà complet pour cet événement-là. Donc c'est des choses qui sortent un petit peu de notre travail ordinaire parce qu'on n'est pas censé organiser ce type d'événement à la base quand on travaille dans un club de sport. Mais c'est des choses qui deviennent essentielles pour nos partenaires d'avoir quelque chose de différent à faire et à mettre en place. Et puis comme tu disais, on n'est plus sur de la simple visibilité. Maintenant, tous les clubs de hockey travaillent très bien. Je vois notre ami de Chamonix là-bas qui est au fond, qui mettent en place de plus en plus de choses, des maillots sans sponsor, mais avec toute une histoire qui est racontée autour du parrainage de maillots, ce genre de choses. On se dirige de plus en plus vers le storytelling plutôt que du simple affichage, on va dire. Maintenant, les marques ont leur renommée et l'idée, c'est de raconter des histoires autour de ça. Et puisqu'on est sur le sujet de l'importance de mettre en réseau les acteurs de l'écosystème, est-ce que tu peux nous parler des meneurs ? Ouais, les meneurs, nous, je pense qu'on fait partie des premiers clubs avec les boxeurs. Ça doit être la 6e ou la 7e année qu'on est sur les meneurs. On y retrouve pas mal de clubs de hockey sur glace. Et l'idée des meneurs, c'est de dire ok, on va accompagner les clubs de sport pour leur apporter de la professionnalisation. Pour moi, c'est ça. Depuis qu'on est avec BPI, on a grandi avec les meneurs et BPI nous a fait grandir en tant que club. Ça nous a permis de rencontrer, beaucoup de prestataires techniques, technologiques, dans l'innovation, dans toute cette partie-là. D'être en avance par rapport au club qui ne faisait pas partie de cette communauté-là aussi, d'avoir accès à des technologies ou à des choses qui nous ont été poussées par BPI France et les meneurs. Et pour moi aujourd'hui les meneurs c'est ça, c'est l'occasion de se retrouver 2-3 fois par an avec des gens qui font le même métier que nous, de se retrouver aussi avec des prestataires qu'on n'aurait pas rencontrés typiquement dans notre région. Le truc des meneurs aussi, c'est beaucoup de clubs régionaux qui ont une envergure aussi un petit peu nationale. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir partager un petit peu tous ensemble les bonnes pratiques et tout le reste, quoi. Merci beaucoup. Alors Bertrand, vous, c'est un peu différent. Vous n'achetez pas votre visibilité, vous la gagnez sur le terrain. Mais ce rapport au temps long, à la relation client, vous la partagez, notamment parce que vous co-construisez vos produits avec vos clients. Je sais que vous avez beaucoup fait évoluer votre offre. Est-ce que c'est une stratégie que vous pensez généralisable à d'autres business et que vous recommandez ? Alors, oui, je le recommande. Voilà. Mais oui, non, clairement, la relation longue est quelque chose d'important, ce qui permet de faire évoluer les produits, de les faire évoluer. Nous, on travaille sur 3 piliers qui sont... en fait, la création, on a répondu à un besoin. Le bain froid a été utilisé depuis 92 dans les clubs sportifs et notamment par les Américains aux Jeux de Barcelone. C'est la première fois qu'on a vu ça. C'est resté de très empirique, notamment nos amis hockeyeurs récupèrent souvent la glace de surfaçage pour faire des bains froids. Et c'est resté comme ça depuis des siècles et des siècles. Puisqu'on remonte les bains froids à l'Antiquité. Donc c'est pas neuf. Et depuis qu'on est arrivé, en fait, ça n'avait pas trop évolué. On restait avec des glaçons. Donc nous, c'est vrai qu'on a cette façon-là, on a amené une solution technique à une problématique qu'ils avaient. Ils utilisaient des bains froids, mais ils n'avaient pas de système régulé. Ça ne nous viendrait pas l'idée. Personne ne ferait du feu sous un jacuzzi pour faire de l'eau chaude, ou même à la maison. Ça fait longtemps qu'on n'en fait plus. Et on continue avec des glaçons dans des bains froids. Donc ça a été le départ. Et après, on a toujours co-construit nos produits avec des besoins qui ont évolué. Puisque au départ, on avait un système. Et puis, en fonction des besoins, on a fait beaucoup d'études aussi. Une partie physio. On a travaillé notamment avec l'INSEP, avec beaucoup de fédérations avec lesquelles on a fait des études. On a vu leur utilisation et en mixant l'utilisation, l'état technique, l'innovation et donc la physio, on a toujours fait évoluer nos produits pour qu'ils répondent justement à des problématiques claires et qu'ils puissent être utilisés à 100%. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui inventent un produit mais qui ne trouvent pas le marché. En fait, ce qui est important, c'est que même si le produit est meilleur, il faut qu'il soit utilisé. Voilà. Là, dans la routine de la récupération, c'est simple, on vient de faire le sport, on prend sa douche et on va dans le bain froid. Cette routine-là est la plus simple et la plus facile.
Donc pour que ça soit utilisé, il faut que ça soit utilisable. Et ça, il n'y a que quand on est dans le club ou quand on est auprès des sportifs qu'on peut se rendre compte que ça marche ou ça ne marche pas. Voilà. On peut avoir un super produit, mais si on a un produit qui coûte 50 000 € et qu'on est obligé de passer une personne par une personne pendant 45 minutes, quand on a une team qui fait 40 personnes, ça ne pourra pas marcher, même si c'est le meilleur produit. Voilà. Donc il faut qu'on arrive à trouver cet équilibre entre utilisation, validation par le staff technique ou aux sportifs, et puis nous, ce qu'on peut apporter comme innovation pour le rendre meilleur, voilà, et plus efficient. Et nous, c'est vrai que ça fait quelque temps qu'on travaille sur plus l'efficience, voilà, le côté RSE. Je trouve que c'est intéressant dans votre parcours. Ouais, pardon. Ce que dit Bertrand, c'est un peu ce qui s'est passé, nous, sur le club des boxeurs. On avait un partenaire cryothérapie et au début, les joueurs n'y allaient pas. Ça a dû être imposé par le staff pour qu'ils commencent à l'utiliser. Et maintenant, les joueurs nous sollicitent de plus en plus sur cette partie-là pour utiliser les produits. Donc, il y a en effet tout cet aspect, le produit qui est là, qui existe, qui est bon. Mais c'est derrière comment après on arrive à l'apporter à des sportifs qui sont des sportifs professionnels mais qui ne sont pas des footballeurs ou des rugbyman de manière spécifique. Et il y a tout ce marché-là à suivre et à mettre en place où quand vous disiez tout à l'heure de passer d'un statut d'associatif à un statut d'entreprise pour les clubs, la professionnalisation, elle se fait là aussi sur la partie sportive où à un moment donné, il y a des choses qui sont mises en place, que les joueurs ils veuillent ou ils veuillent pas le faire, il faut que ce soit suivi, quoi. Merci beaucoup. Bertrand, dans votre parcours, il y a quelque chose que je trouve intéressant, c'est que depuis 22 ans, vous faites du bain froid et vous n'avez pas dérogé à cette règle, c'est du bain froid collectif. Vous n'êtes pas allé sur le jacuzzi, vous n'êtes pas passé à faire du B2C, c'est du B2B, vous êtes resté dans votre droite ligne. Et il y a autre chose, une autre règle à laquelle vous n'avez pas dérogé, c'est vos marges. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire pourquoi c'est important de bien réfléchir à son positionnement prix et aux marges qu'on fait dès le départ ? Alors oui, alors déjà sur la ligne, hein, c'est vrai que nous on a choisi d'avoir une verticalité dans ce qu'on sait faire. Hein. Donc c'est vrai que le bain froid ça peut paraître basique, on l'a dit, hein, on met des glaçons dans de l'eau et dans une poubelle et c'est fait. Mais nous en fait on a toute une gamme. Alors on a des systèmes gonflables qu'on délivre surtout pour les équipes qui sont en déplacement, les fédérations. Aujourd'hui, à la Coupe du Monde, on a 10 teams qui l'utilisent. Donc c'est plutôt pas mal, Coupe du Monde de foot. Et puis, donc ça c'est gonflable, c'est ce qu'on délivre aussi sur les grands événements sportifs qui sont notre ADN aussi. Puis après on a une gamme standard qui est elle qui va plutôt en dur, donc qui va plutôt dans les stades, les centres d'entraînement. Voilà. Ici par exemple à Paris on a le Stade de France, on a bien sûr le Parc des Princes, on a plein de centres d'entraînement prestigieux. Et puis au-dessus, on est capable de faire du sur-mesure. C'est notre côté haute couture. Le dernier qu'on ait fait, alors c'est pas dans la... si, alors on a fait dans le sport, mais là c'est le Spa Guerlain de Monaco par exemple. Alors là on est dans la haute couture de vrai, mais donc le bain froid s'élargit, mais on est capable de faire aussi donc du sur-mesure, aussi bien de froid que du bassin. Et donc on a gardé cette verticalité pour être le meilleur dans ce qu'on sait faire. Voilà, ça c'est une volonté, pure player, on fait ça. Et du coup on répond à toutes les questions possibles et imaginables. Voilà pourquoi on ne s'est pas élargi. L'autre chose, oui, c'est important, la marge, parce que la marge, on n'en parle pas souvent, mais c'est ce qui nous fait vivre. Hein. On parle souvent du chiffre d'affaires parce que c'est très parlant pour les gens. Mais le chiffre d'affaires, c'est comme la nutrition, quand c'est vide, ça ne sert à rien. C'est comme les calories, il y a des calories vides et des calories pleines. Mais les calories pleines, c'est bien parce que si on n'a pas de marge, on ne vit pas. Et ça, c'est un point très important pour tout le monde, pour toute entreprise. Hein. Celui qui dit que la marge, ça ne sert à rien, c'est une erreur. Mais c'est vrai qu'en général, on met en avant des chiffres d'affaires, des levées de fonds. Tout ça, oui, c'est des levées de fonds. Là, au bout de 22 ans, vous allez faire votre première levée de fonds. Oui, alors il faut rare, attendre longtemps. Mais c'est parce qu'aux États-Unis, on a besoin d'avoir un peu plus d'assises. Mais oui, là, on a attendu 22 ans parce que on était autosuffisant, hein, clairement. Hein, Vous avez été rentable dès le départ ? Oui, quasiment. Et vous ne misez pas sur le volume, vous faites entre 40 et 60 bains par an, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, nous, on est dans... on a même appelé ça l'artisanat de série. Voilà.
on veut pas. C'est que c'est difficile de passer au-dessus dans notre niche. Des centres d'entraînement, il n'y en a pas tous les ans qui se créent. Là, par exemple, on est sur les jeunes à Marseille. Demain, on a refait Roland Garros cette année, par exemple. L'année dernière, on a fait la rénovation de tous les stades de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Donc ça représentait un gros chantier. Donc ça représente beaucoup de travail. Et c'est vrai qu'on a toujours privilégié la rentabilité au volume, hein, et ce qui correspond bien à ce qu'on sait faire. Voilà. Merci beaucoup. Il nous reste un petit peu de temps et j'aimerais bien que chacun, dans votre secteur, vous puissiez donner un conseil à des jeunes entreprises qui voudraient se lancer dans le secteur du sport, qui voudraient se faire une place dans cet écosystème. Qu'est-ce que vous auriez chacun à leur conseiller? Hélène, je t'en prie. Engagez-vous. Engagez-vous, vous ne le regretterez pas. Alors, il y a plusieurs conditions. Naturellement, on a parlé des valeurs et je pense que l'alignement de valeurs avec la discipline qu'on choisit ou le club qu'on choisit, il est vraiment primordial. Il faut aussi y aller avec beaucoup d'humilité et de modestie. Il ne faut pas arriver avec nos idées préconçues. Je pense qu'il faut vraiment écouter quels sont les besoins de chacun et avoir une logique de co-construction. Et après, je veux dire, forcément, ça serait une nouvelle histoire d'amour, comme on se le disait tout à l'heure. Donc, allons-y. Et le potentiel, en particulier pour le sport féminin, il est énorme. Tu parlais tout à l'heure du sport business en France. Il faut savoir que les revenus du sport féminin, c'est que 3 milliards de dollars, dans le monde entier. Donc on est très 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 loin du sport en général, puisque c'est que 2% de la part du gâteau du sport au total. Donc il y a une énorme marge de manœuvre et les clubs et toutes les sportives en ont vraiment besoin. Donc allons-y. Merci beaucoup. Arthur? Moi, mon conseil, c'est de contacter BPI France et les meneurs. C'est quand même, c'est une blague, mais à moitié, parce que nous, la plupart des prestataires avec lesquels on travaille, je pense que c'est au moins 60 ou 70% des prestataires techniques avec lesquels on travaille, et même les autres, ils proviennent aussi de ce réseau-là. Donc c'est un réseau qui fait fonctionner parce qu'ils mettent en place des événements physiques. Ils obligent aussi, nous les clubs, à être un petit peu présents sur ces événements, parce qu'il n'y a que comme ça que ça fonctionne aussi, c'est de rencontrer des gens en réel et pas juste de prendre la prospection sur LinkedIn ou autre. C'est vraiment de croiser un maximum de monde, et si le feeling passe, que les produits sont intéressants, en plus ils sont plutôt bien traités et bien ciblés par BPI France. Donc moi, mon conseil pour ça, si vous voulez travailler avec des clubs, ce genre de choses, c'est bien évidemment pour l'instant de passer par BPI et de ne pas avoir peur d'investir et de demander. Les clubs sont toujours ouverts. On a l'impression que le monde du sport, c'est un monde très fermé, alors que pas du tout. Au contraire, on se repasse entre guillemets des prestataires entre clubs. Nous, on échange beaucoup entre nous et on est vachement ouvert à tout ce qui se fait de nouveau. Principalement pour les clubs de notre envergure, on est toujours content d'être le premier club ou le club test ou le club qui a osé en premier, qui a essayé de mettre en place la chose en première. Donc ça, c'est quelque chose d'important aussi. N'hésitez pas à solliciter les clubs directement. Tous les contacts de tous les clubs sont assez facilement identifiables, et c'est vraiment ça, d'oser de contacter les clubs, parce qu'ils seront ravis d'être des clubs tests sur certaines choses et de dire putain, c'est moi qui l'ai lancé en premier, c'est moi qui ai fait ça en premier. Donc c'est des choses qui plaisent beaucoup. Est-ce que tu as un exemple d'entreprise locale de la région avec laquelle vous avez travaillé et que vous avez un peu propulsé Je ne sais pas si on les a propulsés spécialement, mais oui, les gens avec qui on travaille sur notre billetterie, Sulf, ça en fait partie. On n'en a pas parlé aussi, mais c'est vrai que quand on a échangé ensemble au début, on vous a parlé aussi de l'ADI et de la Nouvelle-Aquitaine. Pour nous, c'est donc l'agence de développement et d'innovation. Donc on a été aussi club jury et club test, club incubateur un petit peu pour des startups sur différentes choses. Et donc on a bossé aussi avec des sociétés qui lançaient leurs produits, où nous on a servi de test grandeur nature, et on espère que ça les a aidés à se développer sur toutes ces parties-là. Ouais. Et Bertrand, si vous aviez un conseil aux entrepreneurs ou futurs entrepreneurs du sport? Alors beaucoup peut-être, hein, mais il est clair, et là il a tout à fait raison, c'est le réseau. Le réseau, ça marche partout. Voilà. Moi, le problème, c'est, une fois de plus, quand j'ai commencé, l'économie du sport, ça n'existait pas. Et du coup, j'ai pu me battre dans tous les combats. Voilà, j'ai fait partie
de tout seul. Donc ça, c'est très embêtant. Surtout dans un monde où le sport, pour beaucoup, c'était pas une économie, ça n'existait pas. C'était bien pour faire des photos, mais ça s'arrêtait là. Donc j'ai fait partie du comité stratégique de création de la filière économique du sport. J'étais le seul de Toulouse et du Sud à être à Paris, parce que c'est très parisien aussi. Et c'est vrai que ça a commencé à créer des réseaux, les meneurs, BPI, Business France, tout ça, ça aide vraiment à faire du business, parce qu'aujourd'hui, le sport est un vrai business et c'est pas juste de l'amusement. Là où je le rejoins énormément, c'est que de se servir des clubs. Moi, je viens du rugby, j'étais dans le rugby, donc clairement, j'ai testé le produit et c'est comme ça que mon idée est arrivée pour trouver la solution. C'est que souvent, on a des gens qui imaginent des solutions, mais qui ne sont pas en adéquation avec les besoins d'un club. Donc ça peut être une très bonne chose, mais on ne va pas trouver réellement. Ou des fois, on va trouver des inventeurs qui veulent tout inventer, alors qu'on a un prestataire dans le club qui est partenaire, et qui fait déjà des choses qui peuvent juste être adaptées au monde du sport et qui sont aussi simples. J'ai connu des entreprises comme ça parce que je me suis beaucoup investi en région dans l'économie du sport. On avait un super concours de start-up qui s'appelle le Sport Up Summit qui se passait à Font-Romeu et qui était très dynamique avec l'agence de développement, encore une fois régionale. Je sais que l'Aquitaine a fait ça aussi très bien. Et l'adéquation entre le club, l'utilisateur, son réseau économique autour et ses besoins, c'est que quand on fait une innovation, des fois, oui, il faut être en rupture, donc forcément le club n'a pas forcément idée, mais le mieux c'est de développer des solutions sur lesquelles un club pourrait solliciter un besoin. Et s'il y en a un qui le sollicite, d'autres le sollicitent. Moi après, dans mon développement, j'ai attaqué avec mon club de rugby, on jouait à Castanet-Tolosan, à côté de Toulouse pour ceux qui connaissent, et ceux qui ne connaissent pas, c'est pas grave. Et on a joué en Fédéral 2, très bien, Fédéral 1 aussi. Et on a travaillé avec... Mais le réseau de rugbyman, on a tous des amis qui jouaient dans les clubs, professionnels ou pas. Et on a infusé comme ça. Et puis on a eu la chance de commencer par le haut du panier. Alors bien sûr, les clubs, ils discutent beaucoup entre eux. Donc s'il y en a un mauvais, c'est ce que je redisais tout à l'heure, c'est que si on est mauvais, tout le monde sait qu'on est mauvais. Hein. Donc c'est important d'être bon. Mais quand on est mauvais, ça va plus vite que quand on est bon. Hein. C'est comme partout pareil. Mais c'est vrai que de prendre soin d'un club qui va parler positivement à un autre club, c'est ce qui permet, dans le temps long, d'asseoir un vrai business. Bon, après, il y a des business, c'est des bulles, on le sait, ça va très vite. Et puis ça redescend aussi, ça se perd. Mais quand on a une volonté de durer, c'est la meilleure chose à faire. C'est d'infuser lentement mais sûrement et avoir un beau réseau. Nous, à l'étranger, donc après avoir créé la filière économique du sport, fait partie des gens qui l'ont créé, soyons pas plus royalistes que le roi, d'avoir travaillé avec les meneurs, d'avoir travaillé avec ça. Nous, on a créé aussi France Sport Expertise, qui est un groupement d'intérêt économique qui rassemble 32 des top 1 des entreprises des grands événements sportifs, de l'événementiel sportif. Alors là aussi, l'économie du sport, c'est quoi? C'est ça. On a AXA. Nous, on n'a pas d'assureur, c'est vrai. Mais voilà, c'est la BPCE, ils ont quelques assureurs. Mais voilà, en fait, on se rend compte que l'événementiel, c'est comme l'économie du sport ou l'événementiel sportif. On a besoin de plein de professions différentes. Et chez nous, on a Orange, on a Dima, on a des recruteurs avec Mint, on a des gens comme ça. Enfin, on a besoin de toute cette échelle de valeur. Et on se rend compte que du coup, la filière économique du sport, elle infuse dans énormément de mondes différents. Et il n'y a rien de mieux après quand on va à l'étranger pour chercher des grands événements sportifs qui sont en général la porte d'entrée dans un pays. Et ça permet d'avoir de jolies références. Hein. Championnat du monde, il y a le championnat du monde c'est le championnat du monde de hockey sur glace. Voilà, et c'est une visibilité aussi bien interne que, bien sûr, étrangère, puisqu'on reçoit plein d'équipes. Et c'est des moments où on peut mettre en avant notre savoir-faire. Moi, je voudrais juste raconter une petite histoire de partenariat, s'il y en a 5 minutes. J'ai serré la main à Cyril Gann tout à l'heure. Moi, je travaillais avec Jérôme Le Banner. Je ne sais pas si quelqu'un connaît Jérôme Le Banner, mais voilà, c'est une grande personne du K1. Et acteur un petit peu, mais en France, personne ne le connaissait il y a 10 ans. Enfin,
peu, sauf les gens très spécialisés. Donc je fais ce partenariat avec lui, et c'est un partenariat de gré à gré, hein. C'est de l'amour, c'est tout. Voilà. Et c'est chouette. Et en France, personne ne le connaît. Alors quand j'en parlais toujours à la fin. Je me retrouve au Japon pour préparer les jeux et je cherche un distributeur. Donc je fais voir mon portfolio et puis je dis voilà, tous les grands clubs, tous les grands événements que j'ai fait. J'arrive sur Jérôme Le Banner. Et là, il arrête, il bloque, parce qu'au Japon, c'est une star. Et au Japon, eh bien, le gars, il était tellement fan qu'il m'a signé de suite le partenariat. Et comme quoi, c'est hyper important de ne pas négliger des fois des petits clubs, parce qu'on se dit, ouais, c'est un petit club, tout le monde veut aller dans les grands clubs, la belle exposition. Mais des sports différents, qui ont des moyens peut-être différents. Mais comme il disait, le hockey, il y a des connexions sur les États-Unis, il y a des connexions ailleurs. Et des fois, on les néglige parce que c'est pas dans le top 10 ou le sport féminin. Alors que ça peut apporter 100 fois plus de réseau que le reste. Parce qu'en plus, ils sont obligés de travailler le réseau pour vivre. Parce que sinon, c'est pas, ça tombe, l'argent, je dis pas qu'il tombe du ciel, mais pour certains, ils n'ont pas besoin d'aller chercher beaucoup de choses. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Je vais retenir 3 choses de notre conversation. L'intérêt pour le sport féminin, vous en avez tous les 3 parlé. Aussi l'importance du temps long dans la construction des relations avec les partenaires, avec les clients. Et puis surtout l'importance de l'écosystème, d'être en lien, de le créer aussi sur le temps long, ça va ensemble. Mais pour ça, au moins, tout le monde est au bon endroit aujourd'hui. Donc je vous souhaite une très bonne journée sur Sport Définition. Et puis merci beaucoup à tous les 3 pour cette conversation. Merci. Merci. Merci.